Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission culturelle Tête de l'Art. L'artiste que nous recevons cette semaine a le sentiment d'être né photographe. Lorsque la décision a été prise, sa vie est devenue voyage, faite d'itinérance, de regards perpétuels et de réflexions. Ces photos sont nées de ses immersions dans la nature, de la solitude, de conditions extrêmes parfois. Cette nature, il a fallu faire corps avec elle pour la ressentir, la dompter. Il a fallu apprendre le lâcher-prise. Vous allez comprendre que notre invitée n'est pas commune. Elle se pose ici, avec nous, entre deux voyages. Notre tête de l'art de la semaine s'appelle Cindy Jeannon. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous vous sentez comment ? Ça va. Ça va. Bon, on revient rapidement sur votre parcours, mais on passe très vite à la photographie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Juste avant, pour bien comprendre, avant d'être photographe, vous avez travaillé pendant 7 ans dans l'informatique, dans une importante entreprise commerciale. Et puis, vous avez eu envie de changer de voie, de quitter ce monde peut-être trop consensuel, je ne sais pas. Vous faites à ce moment-là une reconversion professionnelle pour être éco-interprète. Alors moi, j'aime bien savoir toujours quel est le déclic, le point de départ. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit j'envoie valser ce monde-là de l'entreprise, de l'informatique et puis je me lance. Je pense que ça a été progressif. J'ai travaillé dans l'informatique un petit peu par défaut. Ce n'était pas vraiment l'orientation que je voulais à l'école, mais on ne m'a pas trop laissé le choix. Et durant 7 ans, j'ai quand même trouvé mon compte parce que j'adore l'analyse et c'était intéressant. Ça vous a appris des choses. Et puis j'étais formatrice et vu que j'aime beaucoup transmettre, et ça m'a appris des choses qui me servent encore aujourd'hui. Et puis le déclic n'a pas été un jour je plaque tout et je m'en vais, ça a été progressif et ça faisait 2 ans où je me disais là c'est vraiment plus possible, il faut que je change de vie. Donc ça n'a pas été juste quitter mon travail, ça a aussi été quitter tout, mon appartement, une vie. Un confort. Voilà, je me posais vraiment trop de questions, je me suis dit par rapport à la société ça ne va pas du tout. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je deviens photographe ou est-ce que je fais de l'éducation à la nature ? Et puis, devenir photographe nature, ça me paraissait impossible. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une formation, mais je ne savais pas laquelle. Donc, j'ai tout quitté et je suis partie à la recherche de ce quelque chose que je cherche encore un peu, mais que je commence... Commencer à bien l'atteindre quand même. Alors, la photographie, elle arrive à quel moment ? Alors la photographie, j'ai l'impression d'être née un petit peu avec parce que autant je n'ai pas fait de photos avant, ou très peu, mais j'ai toujours pensé par l'image. Je m'exprime beaucoup par métaphore et voilà. Et en fait, lorsque j'ai quitté mon travail, j'ai commencé à faire plus de photos parce que je voyageais beaucoup. J'ai fait une formation itinérante, j'ai travaillé dans différentes régions en France. J'ai habité à chaque fois 6 mois dans une région pour connaître différents milieux naturels parce que je me posais aussi la question quel est le milieu naturel qui me convient le mieux, la montagne, la mer. Enfin. Et en fait, c'était il y a 6 ans, 6 ans à peu près. Donc j'habitais du côté de Guérande et puis j'allais beaucoup en fin de journée sur la côte. Et j'ai fait ma première photo de nuit et là ça a été vraiment le déclic avec quelque chose de très minimaliste avec une lune et un phare. Et là ça a été vraiment le déclic parce que j'étais très triste et ça m'a permis d'exprimer quelque chose de très profond. Et là je me suis dit il faut vraiment que je laisse à nouveau tout tomber dans ma vie et que je fasse cette démarche d'immersion dans la nature, que je l'ai nommée ainsi, et parce que je me disais, mais de quel droit je peux sensibiliser les gens à la nature si je ne connais pas moi-même mon propre lien à la nature. Et donc je voulais me dépouiller de tout et me plonger dans la nature et vivre cette expérience qui ne me quitte plus. Voilà, 2009, ça a été vraiment l'année hyper importante dans votre vie. Enfin, c'est là où tout change finalement, tout bascule. J'imagine que quand on prend des décisions comme ça, on ne doit pas entendre que des avis favorables autour de soi. Je pense que les gens doivent dire qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce que tu fais mais vous aviez vraiment ça en vous, c'était comme une urgence quelque part. C'est exactement ça. En fait, c'est très bizarre parce que je m'attendais à des réactions très négatives. Et en fait, non. C'était très positif. Alors... ça a été assez radical. Alors, dans mon milieu professionnel, ça a été... je suis partie vraiment du jour au lendemain. Enfin, ça a été un peu bizarre. Mais les gens ne m'ont plus vue du jour au lendemain. Donc, je n'ai pas vraiment eu d'écho, du coup. Mais dans ma famille, je suis issue d'une famille qui est très différente de moi, finalement. Et au lieu d'avoir un discours très rationnel en me disant « Mon Dieu, tu es folle »,
mes parents m'ont dit, ils voyaient bien comment j'étais et que c'était devenu un besoin. Ils m'ont dit, bon, on te fait confiance, vas-y. Et donc ça, c'était pas mal. C'est une vraie chance, ouais. Alors pour qu'on comprenne le petit bout de femme qu'on a devant nous, c'est quand vous voyagez, et Dieu sait que vous voyagez souvent, c'est vraiment une immersion totale. Vous partez avec votre paquetage qui est très lourd, mais qui est quand même le minimum syndical. Enfin, c'est tout un état d'esprit, c'est toute une préparation. Oui. Alors je pars avec un véhicule aménagé, ça c'est très important. C'est devenu votre maison. Voilà, un petit peu. Donc au départ, la première fois que je suis partie, je ne suis pas partie seule. On est parti à 2, 5 semaines en Laponie. Donc ça a été vraiment le vrai voyage vers la Scandinavie. Le début, je voulais partir toute seule en Mongolie, puis c'était un peu trop compliqué. Donc on s'est dit, on va faire plus simple. Un point de départ quand même. On va faire la Laponie, c'est beaucoup plus simple. Et donc, du coup, au départ, je partais avec un partenaire aménagé. Et maintenant, c'est devenu un Ford Transit aménagé, donc un peu plus de confort quand même. Dans ce véhicule, il y a tout, quoi. Il y a de quoi dormir, de quoi manger. C'est ma petite maison mobile. Et une fois que je suis sur place, là, je fais des randonnées de plusieurs jours. Et là, effectivement, j'ai un sac dans lequel il y a tout mon matériel photo qui représente à peu près 9 kilos. Ma nourriture, ma tente et tout ça. Donc ça fait un sac d'environ 20 kilos, ce qui est trop lourd pour moi. Mais bon, voilà, je le porte quand même. Là, je fais des randonnées de moins en moins longues, en fait, parce que c'est physiquement assez difficile. Mais comment, oui. Parce que je ne suis pas très sportive et je n'ai pas la carrure pour. Mais l'immersion dans la nature, on peut la trouver aussi beaucoup plus simplement en se posant à des endroits. En Norvège, c'est très facile, il y a des grands espaces vraiment immenses. Et il suffit de se poser à des endroits, de marcher 4 heures, voire une journée. Et là, on est vraiment seul au milieu de nulle part et on ne voit plus personne. Vous avez une fascination pour les nuages, le mouvement, une notion de presque vouloir ralentir le temps. Oui. En fait, dans mon travail photographique, on voit la présence des nuages, je pense qu'elle est pratiquement sur chaque image. Oui, c'est presque une marque de fabrique. Voilà. En fait, j'adore les nuages et surtout les nuages bleu-gris. Alors, on commence à se moquer un petit peu de moi quand je dis ça parce que tout le monde ne voit pas forcément une petite touche de bleu dans les nuages gris. Mais je suis vraiment attirée par le bleu et ce bleu-gris, des nuages de tempête, de tourments. Et j'aime beaucoup le mouvement. Tout est en mouvement, en fait, dans la vie. Sauf qu'on le voit pas forcément. Et moi, j'aime bien le photographier et d'avoir toujours des scènes qui bougent, opposer justement le statique au mouvement. Et je fais souvent des parallèles avec la vie, la société. Par rapport à le tumulte qu'on peut traverser voilà. Parfois. Quand vous êtes comme ça dans la nature, avec votre sac à dos, votre matériel, vous l'avez dit, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on pose son appareil photo et qu'on se dit ce sera celle-là, c'est cette photo-là? Ouais. Alors en fait, on ne réfléchit pas. Enfin, je ne réfléchis pas. On ne se le dit pas. D'accord. C'est magique. C'est ça qui est formidable et qui devient une drogue. Enfin, ça devient nécessaire. En fait, on marche et puis en marchant aussi, il se passe quelque chose. On est seul, on marche, on porte lourd. Ça aussi, ça fait partie de... le corps souffre et il y a quelque chose qui se passe où il y a un état de concentration. Et du coup, il y a des mots aussi qui se créent. C'est là que l'écriture se passe aussi. Les images se créent et d'un seul coup, c'est une lumière qui appelle, quoi. Une lumière, un mouvement qui appelle et clac, c'est là que ça se passe. Parce que, ça c'est pour les photos de paysage, mais quelquefois je vais passer à côté de quelque chose de complètement anodin. Je pense à un petit boulot que j'ai photographié, un arbre que j'ai repéré à l'allée de ma randonnée. Je me suis dit, lui il est intéressant parce qu'il était vraiment pris dans une roche très torturée. Et je me suis dit, intéressant, mais il n'y avait pas de vent. Et donc pour l'image que j'imaginais, l'image que j'ai tout de suite vue pour lui, ça n'allait pas. Et donc je l'ai fait sur le chemin du retour, et, parce qu'il y avait les bonnes conditions. Du coup, j'ai pu faire cette image. Mais quelque part, c'est une composition entre la nature et moi. Oui, c'est ça. C'est faire corps avec la nature, c'est ce que je disais dans l'édito. C'est une fois qu'on la comprend, on a le mode d'emploi quelque part. On arrive c'est une fusion avec elle. Oui, c'est ça. C'est un état de fusion. Vous parliez des mots, vous écrivez beaucoup pendant vos immersions. Le carnet est un peu le seul compagnon de route. C'est ça. C'est ça. Pareil, ça devient essentiel. Alors, ça a pris une dimension très particulière en 2012 parce que je me suis blessée au début de mon voyage et je ne pouvais plus marcher.
Du coup, j'ai plus écrit que fait d'images, notamment au début. Et c'était vraiment c'était essentiel. Et aujourd'hui, l'écriture, c'est au quotidien pratiquement. C'est un besoin. Sacrée bonne femme, hein, comme on dit. On va marquer une petite pause musicale avec l'artiste qui nous accompagne depuis un mois. C'est la dernière semaine où il est parmi nous. Il s'agit de Philippe Roussel avec son nouvel album. Juste une parenthèse, on écoute le texto. J'ai reçu tout à l'heure un SMS bien court. Et depuis j'ai le cœur qui bat comme un tambour. J'ai reçu ces 13 mots tout à coup dans ma vie. Je relis ce texto et j'ai bien tout compris. Des textos à la con, j'en ai déjà reçu. Celui-ci me fout le bourdon, mais pourquoi l'ai-je lu? Pourquoi ai-je regardé ce satané message? J'aurais dû l'effacer, je ne l'ai pas fait. Dommage. Je l'ai pris en pleine figure et ça fait plutôt mal. Un texto de rupture, c'est très original. Des textos à la con, j'en ai déjà reçu. Celui-ci me fout le bourdon, mais pourquoi l'ai-je lu? Je relis ce texto, ces 2 lignes de malheur. Il n'y a que 13 mots, je les connais par cœur. Cette phrase me blesse et c'est vraiment idiot. Pour un simple SMS, j'ai le moral à 0. Des textos à la con, j'en ai déjà reçu. Celui-ci me fout le bourdon, mais pourquoi l'ai-je lu? Il y a de tristes choses qu'il faudrait ne pas lire, des phrases qu'on nous impose, des mots qui font souffrir, qui nous brisent la tête, nous retournent le cœur, ces mots qu'on se répète, qu'on se crie, qu'on se pleure. Des textos à la con, j'en ai déjà reçu. Celui-ci me fout le bourdon, mais pourquoi l'ai-je lu? Le téléphone en main, je lis cette phrase banale. J'ai rencontré quelqu'un, je ne te veux pas de mal. Comme si ce n'était rien, comme si c'était que dalle, genre j'ai acheté du pain, tu penseras au journal. Des textos à la con, j'en ai déjà reçu. Celui-ci me fout le bourdon, mais pourquoi l'ai-je lu? La prochaine fois merci, n'envoie pas de message quand tu changes de vue, quand tu tournes la page. Tous ces mots, ces adieux méritent d'être dits les yeux au fond des yeux, pas par messagerie. Des textos à la con, j'en ai déjà reçu. Celui-ci me fout le bourdon, mais pourquoi l'ai-je lu? J'ai reçu tout à l'heure un SMS bien court. Voilà l'album de Philippe Roussel, juste une parenthèse, disponible dans les bacs. On le retrouvera pour un deuxième morceau à la fin de cette émission. Alors Cindy, on parlait de faire corps avec la nature. On a bien compris que vous l'avez domptée, apprivoisée. Qu'est-ce que cette nature vous a appris sur la nature humaine? Alors, plein de choses. J'imagine. Et ça continue. J'ai toujours fait un parallèle entre la nature et la nature humaine, puisque de toute façon, on fait partie de la nature. Même si on a un peu oublié. Même si on est un petit peu à côté de la plaque. Mais du coup, sans dire exactement ce que ça m'a appris, ça développe en moi, je le sens, quelque chose de l'ordre du ressenti avec les gens. J'ai toujours été sensible et j'ai toujours capté un petit peu, je ne sais pas si on peut dire capter les gens. Oui. Et là, avec la nature, j'ai l'impression de comprendre mieux les personnes et de rentrer en contact avec elles beaucoup plus rapidement. Enfin, le premier contact. Mais alors, c'est à double tranchant, parce que si c'est négatif, vous le ressentez peut-être plus oui, je ressens aussi rapidement aussi. Ouais, je ressens beaucoup les énergies. Oui, c'est ça. Ouais.
Bien, c'est un beau talent, ça. Alors, un sujet que vous abordez peu quand vous faites des conférences, par exemple, mais qui moi, m'est tout de suite venu en tête, c'est quand même la condition de la femme dans cette histoire-là. Parce que j'imagine qu'on ne se pose pas les mêmes questions quand on part comme ça, seul, pendant des semaines, des mois, à l'aventure. Ça doit être un petit peu la peur au ventre. Enfin, il y a dû y avoir des émotions un peu particulières. C'est une question intéressante. Je pense que vous me la posez parce que vous êtes une femme. Sans doute. Mais on me la pose finalement rarement parce que le milieu de la photo nature, c'est un milieu principalement d'hommes. Il y a très peu de femmes photographes. Et j'ai toujours évolué dans des milieux d'hommes. Le milieu de l'informatique, c'était aussi un milieu d'hommes. Et quand j'ai travaillé dans l'éducation à la nature, je me retrouvais souvent sur le terrain avec des hommes. À un tel point qu'au début, justement, je me suis défait de cette image de femme et plutôt porter des pantalons et me recouper les cheveux. D'accord. Aujourd'hui, je fais l'inverse parce que je veux montrer justement qu'on peut être une femme et puis être sur le terrain. Évidemment, on ne se pose pas les mêmes questions et au-delà des questions, ce n'est pas la même chose sur le terrain. La première différence, elle est physique. Puisque je n'ai pas la même capacité qu'un homme sur le terrain. Et ça, je le sens bien, puisqu'il m'arrive de ne pas être seule et de faire des voyages aussi accompagnés. Et évidemment, la personne m'attend, porte plus, mais on sent que voilà, physiquement, je n'ai pas la même capacité. Et je dirais, sinon, dans ma vie, j'ai 37 ans et la question qui se pose, c'est comment associer une maternité et puis ce travail de photographe nature sur le terrain. Ouais. C'est moins évident, je pense, que d'être un homme. Et de se dire, je pars de moi. Voilà. Donc, c'est plus des questions de cet ordre-là, mais il y a eu... est-ce qu'il y a eu des moments de peur? Enfin, je pense qu'il y a des moments de... Ça, c'était la question. Oui, aussi. Oui, c'est aussi la question. Alors, puisque je pars en Scandinavie, c'est vrai que une des plus grandes peurs, quand on est seul, c'est celle de l'homme. Et vu que je suis une femme, il y a aussi un risque supplémentaire. Mais en Scandinavie, je n'ai pas cette peur-là. J'ai déjà été confrontée quand même à une très grande peur comme ça. C'était en 2010 ou 2011. Où j'ai eu très peur parce que j'ai cru faire une mauvaise rencontre. Puis finalement, ça s'est bien passé. Mais j'y pense, mais pas trop. Je pense que si je partais à d'autres destinations, ça pourrait être beaucoup plus fort. Ouais. Et sinon, il y a des peurs. Oui, il y a des peurs. D'ailleurs, je les écris parce que j'ai pas envie non plus de passer pour quelqu'un qui n'a peur de rien. Et de toute façon, c'est sain d'avoir peur. Et donc, oui, je les écris quelquefois. Quelquefois, j'ai peur. Oui, non, mais ça me semble complètement normal. Outre la série sur l'Islande dont on va parler bientôt, je vous le promets, il y a beaucoup de monochrome dans vos photos. Vous parliez des bleus, mais voilà, il y a aussi cet aspect-là. J'ai l'impression, je ne suis pas photographe, mais c'est le ressenti que j'ai quand je regarde votre travail, qu'on va vers quelque chose de très épuré, presque de plus en plus. Est-ce que c'est conscientisé, ça, cette recherche de l'épuration des choses? Alors, je l'écris et en fait, même si c'est pas conscient, finalement, ça fait partie de ma recherche. La recherche de l'essentiel. Et du coup, je l'ai fait dans ma vie. Pendant 4 ans, je me suis pratiquement passée de matériel et j'ai vécu un petit peu de façon nomade, justement pour me défaire de ce côté matériel et renouveler sans cesse la réflexion et le regard. Et du coup, mes photos, c'est moi, quoi. Donc, du coup, à travers mes images, oui, je recherche beaucoup de choses. Ça dépend des séries, mais ce côté épuré en fait partie. Alors justement, il y a ce voyage en Islande. Bon, là, on est moins sur du monochrome. C'est un petit peu la différence par rapport aux autres photos. Ça, c'est un voyage qui vous a marqué. Oui, beaucoup. Ouais. En fait, ça faisait des années que je voulais partir en Islande. Je ne l'avais pas fait parce que c'est quelque chose qui coûtait très cher dans la façon de voyager que je voulais, c'est-à-dire partir longtemps avec mon véhicule et prendre le bateau. Et puis, cette année, je l'ai fait. Et bizarrement, je disais tout le temps aux gens, il faut que je parte en Islande. Beaucoup me disaient, mais tous les photographes vont en Islande, c'est vrai.
Il y a énormément de photos sur l'Islande et c'est limite pas bon pour toi de partir en Islande puisque ce que tu vas faire, ça va être pas du déjà vu. C'est ce qu'il voulait dire. Ouais. Et même si tout le monde a son propre regard, c'est difficile de se faire une place par rapport aux photos d'Islande. Mais moi, j'y allais toujours dans ce but de... la photographie, c'est devenu ma vie et je veux pas faire des voyages pour des sujets photographiques, je veux faire des voyages pour construire ma vie. Et l'Islande, je savais que ça allait déclencher quelque chose. Et ça a déclenché quelque chose. Et c'est un voyage où j'ai ressenti plus que jamais des énergies très fortes. C'est inexplicable. Et ça a changé des choses en moi. Positivement. Oui. Vous avez vécu un volcan en éruption aussi. Là aussi, vous qui aimez les métaphores, hein, le volcan, c'est pas rien quand même. Bah, ça, c'était génial. En fait, avant de partir, j'ai dit à deux de mes amis les plus proches, bah, tu verras, quand je serai en Islande, il y a un volcan qui se mettra en activité. Donc ils m'ont dit « oui, Cindy ». Et en fait, c'était drôle parce que je suis arrivée en Islande au début août et le volcan a commencé à se mettre en activité mi-août avec des tremblements de terre et j'étais à l'intérieur de l'île, dans les Highlands. J'en ai entendu parler au 3e jour et j'étais en effervescence parce que en fait, ça faisait 3 jours qu'il se passait justement des choses magiques pour moi. Ce serait trop long à expliquer. Et du coup, j'ai ressenti vraiment une connexion avec ce volcan. Et après, ça a été que ça, quoi. Ça a été très progressif et il y a eu la fissure éruptive fin août et j'ai pu la survoler mi-septembre 2 fois. Et voilà, il s'est passé plein de choses et j'ai sympathisé avec ces pilotes aussi. J'ai appris beaucoup de choses sur l'Islande, les Islandais, les volcans. Et partir de l'Islande, ça a été vraiment très difficile. Très difficile. Il y a eu vraiment, même dans votre travail, il y a eu un avant l'Islande et un après. Ah, j'espère, mais j'arrive pas à le mesurer encore parce que vu qu'en voyage, j'ai pas assez d'énergie électrique puisque je suis autonome pour voir mes photos et je manque aussi de temps, donc je ferai principalement des prises de vue, je décharge mes images, je fais des sauvegardes. Donc j'ai très peu de possibilités de voir mes images, donc je le fais maintenant. Donc là, ça fait un peu plus, ça fait très peu de temps que je suis rentrée. Et du coup, j'ai commencé à traiter des images, donc je vois un petit peu, et c'est vrai qu'il y a des choses très, très différentes et qui m'orientent vers un nouveau travail, mais qui va prendre du temps. D'accord. Comment vous vivez les retours, justement? Parce que c'est quand même des changements de vie radicaux, enfin, ça doit être hyper perturbant. Vous êtes comment quand vous vous posez un peu dans les Vosges? Alors, se poser dans les Vosges, je le vis un peu comme un voyage aussi. D'accord. C'est assez particulier. Alors je reviens. C'est intéressant d'avoir un pied-à-terre quand même parce que du coup avec ce que je fais, j'ai quand même besoin d'un minimum de matériel. Et quand je rentre, par rapport à la vie que j'avais pendant 4 ans où c'était un mode de vie beaucoup plus nomade, mais je passais énormément de temps à trouver un toit quand même parce que c'est un peu indispensable et à m'organiser. Aujourd'hui, il n'y a plus cette perte de temps-là. Et il y a ce côté agréable là, mais je vis toute seule dans les Vosges et c'est parfois pas évident parce que je vis à côté d'un village, mais de façon un petit peu isolée aussi. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a l'hiver et c'est très particulier. J'aime bien cette ambiance où j'ai aucune pollution lumineuse, aucune pollution sonore. S'il y a quelqu'un qui passe me voir, c'est vraiment pour me voir. On ne peut pas passer ici par hasard. Oui, c'est ça. Il faut le mériter. C'est accessible, mais disons que c'est pas un endroit passant, quoi. Et donc c'est intéressant et je suis dans les Vosges uniquement en hiver parce que j'aime bien aussi l'ambiance de la neige et j'en profite pour partager aussi ma démarche à travers des stages photos que j'organise 3 fois dans l'hiver. Et là, ça c'est très intéressant parce que ça me permet de vivre ma démarche, mais à ce moment-là, je fais plus d'images. Le but pour moi, c'est de transmettre les choses. Et là, de voir un petit peu la magie que ça fait chez les gens, c'est intéressant. Alors, les Vosges, vous les avez photographiés aussi. Il y a d'ailleurs 2 expositions qui sont prêtes, on va en reparler. C'est la même démarche qu'on soit chez soi ou à l'autre bout du monde. Est-ce que, finalement, l'objectif est le même? Est-ce que vous faites une différence dans la façon de prendre vos photos chez vous ou ailleurs? Non. C'est pareil. En fait, je me sens chez moi partout et nulle part. Oui, c'est ça. Donc, j'ai du mal à dire chez moi, parce que, c'est ça. Je me sens chez moi en Islande, je me sens chez moi en Norvège, je me sens chez moi dans les Vosges, et en même temps, je ne suis pas vraiment chez moi. Oui, puis vous pouvez rebouger, il n'y a rien qui est... Ah oui.
Voilà, c'est jamais définitif avec non, vous. C'est jamais définitif. Alors justement, il faut en profiter que vous soyez là parce que j'ai appris que vous n'arriviez pas à exposer ici. C'est quand même un comble. Enfin, quand on voit votre travail, vous avez l'impression d'être un peu zappé en fait Oui. ici. C'est quoi ce délire? C'est bizarre. Bah oui. C'est bizarre. Du coup, je suis contente qu'on en parle. Bah oui, attendez. Mais en fait, oui, maintenant, j'ai 4 expositions donc, qui succèdent mon travail. Donc, il y a l'exposition Immersion dans la nature en clair-obscur qui a été exposée à Épinal il y a 2 ou 3 ans, à la Galerie du Bailly. On me l'a proposée, j'étais contente. Et en fait, depuis, il y a l'exposition Métamorphose dans l'immensité du bleu, c'est l'exposition actuelle qui a été exposée dans pas mal d'endroits, en Belgique, à Paris. Vous en avez fait un livre d'ailleurs, oui, de Métamorphose. J'ai fait un livret. Là, je reviens du Festival de Montier-en-Der. Ma prochaine exposition, c'est la Norvège qui m'invite. Après, ça sera à nouveau la Belgique, au Muséum d'Histoire naturelle. En fait, je suis un peu déçue parce que j'ai des propositions. Partout. Et le seul endroit où je démarche un petit peu, c'est les Vosges, en disant... Voilà, j'habite ici et j'ai 2 expositions pour vous. J'en ai une sur les Vosges en intérieur et puis une qui peut être exposée sur les murs. Alors, évidemment, je suis très mauvaise commerciale et je n'ai pas le temps de démarcher partout. J'ai juste démarché la ville la plus proche de chez moi, Saint-Dié-des-Vosges. Mais effectivement, il n'y a rien qui se passe et c'est un petit peu décevant. Voilà. Bah oui, puis il ne faut pas attendre que vous partiez des Vosges pour se rendre compte qu'on avait un petit bijou de photographe avec nous. Bon, alors en fait, j'ai envie de rencontrer le public d'ici. Bien sûr, oui, pour partager, échanger. Voilà, des choses très simples. J'ai fait une conférence à Saint-Dié-des-Vosges il y a 2 ans. Il y a 200 personnes qui sont venues avec très peu de communication et j'aimerais en refaire une aujourd'hui sur l'Islande parce que j'adore partager avec les gens et notamment en conférence, c'est un partage qui est très, très fort. Donc voilà, mais bon, voilà. Bon, contactez-moi. En tout cas, il y a 2 expos qui sont prêtes. 2 expos, une conférence. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à prendre contact. Vous. On va écouter Philippe Roussel qui nous a accompagnés pendant un mois avec ses musiciens. On les remercie d'ailleurs. Un dernier morceau, extrait de cet album, juste une parenthèse. Le morceau s'intitule « Il y a une ressemblance ». Entre ce qu'on dit et puis ce qu'on fait, entre ce qu'on vit et puis ce qu'on voudrait, entre ce qu'on pense et ce qu'on raconte, il y a une ressemblance mais c'est loin du compte. Entre ce qu'on sait et qu'on ne voit pas, ce que l'on croyait et puis qui n'est pas, nos rêves d'enfance et la vie qui va, il y a une ressemblance, oui mais c'est pas ça. Entre nos idées et nos illusions, la réalité et puis la fiction, entre ce qu'on commence, qui est terminé, il y a une ressemblance mais c'est pas gagné. Entre ce qui est, ce qui devrait être, entre ce qui n'est, qui peut disparaître, entre nos croyances et ce qui rassure, il y a une ressemblance mais c'est pas si sûr. Entre l'habitude et puis notre ennui, toutes nos certitudes et le temps qu'on fuit, entre une existence qui nous émerveille, il y a une ressemblance mais c'est pas pareil. Entre notre vie et puis ce qu'on rêve, entre nos envies même les plus brèves, entre nos silences, nos mots malheureux, il y a une ressemblance mais comprend qui peut. Entre une grande histoire et une aventure, de celle d'un seul soir ou de celle qui dure, la vie est une chance, elle n'est pas toute rose. Il y a une ressemblance, c'est pas la même chose. Entre toi et moi, l'idée qu'on s'est fait, entre peine et joie et quelques regrets, entre confidences faites au petit jour, il y a une ressemblance, c'est peut-être pas de l'amour. Entre ce qu'on dit et puis ce qu'on fait, entre ce qu'on vit et puis ce qu'on voudrait, entre ce qu'on pense et ce qu'on raconte, il y a une ressemblance, mais c'est loin du compte. Voilà, cette chanson, vous pouvez la retrouver dans l'album Juste une parenthèse, le nouvel album de Philippe Roussel, disponible dans les bacs. Alors, on a évoqué rapidement, même si on a vu beaucoup de visuels, mais ce livret, Métamorphose, ça, c'était l'envie de donner une autre forme aux photos. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en plus des expos, on a envie de créer cet objet ?
Alors en fait, c'est venu un peu de la demande aussi des gens, parce qu'aux expositions, je mets à la fois mes photos et aussi les textes. Et j'ai eu beaucoup de retours sur mes textes. Les gens me disaient toujours qu'ils étaient touchés. Alors je me suis dit, j'aimerais bien les textes, les lire à une exposition, c'est trop rapide. Donc j'aimerais bien les associer. Et puis voilà, cette série a été assez particulière pour moi, donc j'ai voulu la fixer sur un livret. On me demandait beaucoup quand est-ce que tu sors un livre. Donc je me suis dit non, le livre, on attend encore, parce que j'aime prendre mon temps et faire les choses bien. Oui, c'est ça. Vous n'aimez pas bâcler, vous êtes une perfectionniste. Oui. Oui. Donc du coup, j'ai sorti ce livret, comme ça les gens peuvent se replonger dans cet univers chez eux, avec les textes. Et on voyage un peu, indirectement, à vos côtés. En tout cas, les gens m'envoient des messages et ça me fait très plaisir. Oui, ça vous touche. Oui, mais vous êtes une sensible, vous l'avez dit. Oui. Donc forcément, vous recevez les choses. On va se quitter avec l'objet. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Qu'est-ce qu'une voyageuse photographe peut apporter? Alors d'habitude, c'est pas dans un sac, c'est sur moi. D'accord. Dans mon pantalon, mais là, je suis en robe. Bah oui, parce que vous avez dit on arrête les pantalons, on montre qu'on est une femme. Alors j'ai apporté des pierres. Alors elles sont souvent différentes. Alors j'ai toujours des pierres, des plumes, des choses naturelles sur moi. Ouais. Et en fait, alors il y a deux choses. Il y a une pierre qu'on m'a offerte avant de partir, c'est une aigue marine. On m'a dit que c'était une pierre d'inspiration, que ça allait me porter chance, et je trouve que elle a bien joué son rôle. Puis elle est bleue en plus. Exactement. Donc depuis, je la garde sur moi. Et donc elle est souvent ici, dans ma poche de pantalon. Et ça, ce sont deux pierres d'Islande. Alors j'en ai beaucoup d'autres, mais celle-ci, j'y tiens beaucoup parce qu'on me les a offertes quand j'étais au cœur de l'Islande. Donc elles ont une importance particulière pour moi. Et donc j'ai l'impression que ces pierres-là me donnent toujours l'énergie de... Oui, c'est ce que j'allais dire, des bonnes énergies. Ouais, voilà, alors il y a l'écriture et il y a les pierres. Oui, j'ai hésité avec mon carnet. Parce que j'ai toujours mon carnet aussi sur moi, avec un stylo, parce que il faut, quand les mots viennent, il faut les écrire tout de suite. Mais finalement, je me suis dit que les pierres, ça allait mieux parler. En tout cas, ça vous va bien. C'est dans une suite logique. Pour conclure, ce serait quoi maintenant pour vous le voyage, le rêve de voyage que vous auriez? Ce serait de partir où ou d'oser faire quoi? Ça serait de partir plus longtemps. Donc, de partir sur une période, non plus de quelques mois, mais pourquoi pas d'un an ou deux, de m'expatrier pour me confronter à d'autres cultures encore plus fortes. Et j'ai une petite idée de destination, mais bon, pour l'instant... C'est secret. C'est juste pour vous. Bon, en tout cas, revenez nous voir. On répète que les Vosgiens doivent profiter de votre présence pour les expositions. Il y a un site internet où on peut revoir tout votre travail, prendre contact avec vous, le www.cindyjeannon.com. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Ça fait longtemps qu'on s'envoie des mails entre chacun de vos voyages pour essayer de trouver la date. C'est chose faite, je ne suis pas déçue. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité. Vous savez que vous pouvez revoir ce programme en replay pendant 5 semaines sur notre site internet, ainsi que sur iPhone, iPad, Android. Merci d'avoir été parmi nous. Continuez à vous abreuver de culture et à la semaine prochaine.